Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo qui change un petit peu, contrairement à ce que je fais d'habitude. Du coup voilà, c'est un petit test, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. En tout cas, si pour l'instant vous êtes bien prêt, bien installé, confortablement, sous votre couette, dans votre canapé, peu importe si vous me regardez sur la télé, si vous me regardez peut-être sur votre portable, bref, en tout cas, si vous êtes bien installé, que vous avez pris quelque chose, je sais pas, à boire, à manger, etc. On est parti, générique. Alors avant que je commence cette vidéo, il est fort probable que vous entendiez des miaulements, c'est normal. Disons qu'on a un chat qui en ce moment est bavard, voilà, il a décidé, c'est le printemps. Donc si vous entendez des miaulements, surtout ne vous étonnez pas, c'est juste le chat. Tiens bah d'ailleurs, ça tombe bien, il vient d'arriver, donc il est fort probable qu'en effet vous entendiez quelques miaulements. Voilà, ne m'en voulez pas, il se balade, il fait sa vie, et personnellement moi ça me dérange pas, et j'espère que vous ça vous dérangera pas non plus. Voilà, tu as fini de faire des bruits comme ça, du bon bruit, et puis ça. Oui, bah, comme ça au moins vous l'aurez vu. Voilà. Mis à part ça, je voulais vous faire aussi un petit point sur quelque chose qui... Je suis pleine de poils de chat, mais c'est n'importe quoi. Je voulais vous faire un petit point sur quelque chose qui aurait tendance légèrement à m'agacer ces derniers temps, c'est que on sort actuellement de la journée, là quand je vous parle, on est le lendemain de la journée des droits de la femme. C'est bien, j'ai vu plein d'hommes dire « Oh, heureusement les femmes que vous êtes là, parce que sans vous, on sait pas ce qu'on ferait. » Oui, en effet, c'est vrai, vous sauriez certainement pas ce que vous feriez. Bref, mais le sujet n'est pas là. Le sujet c'était plutôt de vous dire voilà, on sort de cette journée là, il y a eu plein de jolies choses qui ont été dites, c'est très bien. Seulement moi depuis plusieurs semaines, je prends énormément de commentaires qui sont plutôt on va dire haineux et pas très sympathiques pour mon travail. Et la plupart de ces commentaires là viennent d'hommes, donc en fait même 99% du temps ce sont des commentaires d'hommes. Autant vous le dire, ce genre de choses là je banne en fait direct parce que j'ai pas de temps à perdre et que ça me gonfle. Maintenant je remarque quand même un vrai problème, c'est que sur YouTube depuis depuis tout temps, globalement les femmes se font enquiquiner par des hommes derrière leur écran d'ordinateur qui viennent leur poser des commentaires plus que douteux et plus que pourris en remettant en permanence en cause leur job. Le truc, moi je vous montre là quelques exemples, je vous en mets autour, c'est vraiment un petit exemple de ce que j'ai en général sur ma chaîne. Des fois ça peut être pire, hein, on est bien d'accord. Le seul truc c'est que je voudrais juste dire à ces personnes qui ont laissé ou qui comptent laisser ce genre de commentaires pourris sur mes vidéos, que moi contrairement à eux je pense que j'aurais toujours plus de coronesse à prendre ma caméra et à me filmer avec ma caméra que eux à déposer des commentaires dégueulasses, on va bien le dire, derrière leur écran. Voilà, c'est tout pour moi. Passons du coup aux choses sérieuses. Je vous parle aujourd'hui de plusieurs sites qui moi ont attiré mon attention, que j'ai trouvé plutôt sympa, assez mystérieux, un peu louche, et je me dis qu'on va débriefer un peu là-dessus. Voilà, tous ensemble, dans la bonne humeur, et ça fera une vidéo assez cool. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît, si l'idée vous a plu comme d'habitude, voilà, je vous laisse lâcher les petits pouces bleus, vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications pour pas louper les autres vidéos. Clairement, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si c'est le type de vidéo qui vous emballe. Et comme ça je pourrai en refaire d'autant plus sur la chaîne. Voilà. Et donc du coup entrons dans le vif du sujet avec le premier site. Alors
Alors chers amis, je vous accueille pour ce premier lieu incroyable dans la ville d'El Alto, qui est une banlieue sur les hauteurs de La Paz en Bolivie. Clairement, il s'agit d'une immense banlieue cache-misère qui domine en fait la vallée de La Paz à 4000 mètres d'altitude. C'est la 3e ville du pays et elle compte environ 1 million d'habitants. Alors du coup, c'est en effet 10 fois plus pour eux qu'il y a 30 ans. Et donc, désormais, en fait, cette ville-là, elle tient plus, on va dire, du bidonville que de la ville en elle-même. Particulièrement les districts 7, 8 et 9. À La Paz, la plupart des habitants n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils s'éclairent au kérosène, ils récupèrent l'eau de pluie dans les cours. Du moins quand il pleut, parce que sinon en fait il faut qu'ils fassent 1 heure de marche, aller-retour, les bras chargés de bidons pour aller en chercher. Si bien que l'eau en fait c'est devenu carrément un véritable enjeu politique et social, avec des manifestations régulières contre les multinationales et la mise à sac des ressources naturelles qui paralysent le pays. Parce que globalement, tenir El Alto, en fait, c'est complètement paralyser La Paz, puisqu'il n'y a qu'une seule route qui est l'axe principal finalement du pays et qu'elle traverse El Alto du nord au sud en desservant d'autres villes boliviennes. Le 8e district, lui, il s'étend sur de nombreux kilomètres avec des lotissements de chaque côté de la route, des rues qui sont plutôt boueuses, qui sont traversées par plein de lignes électriques haute tension. Le ramassage des ordures, c'est plutôt aléatoire. L'éclairage public, on va dire, c'est quasi inexistant. Et sur certains pylônes, en fait, on peut observer cette chose curieuse que je vous laisse regarder. Alors ce sont des espèces de faux pendus, des espèces de mannequins de chiffon. Ouais, c'est très bizarre, j'en conviens, ça fait assez flipper. Mais en fait, il y a un vrai but à ça, à ces espèces de pendus, qui n'est pas celle de faire peur justement, mais plutôt d'indiquer en fait la présence de milices communautaires pour éviter tout ce qui est voleur et violeur. En bref, c'est carrément creepy et c'est sûr que c'est pas le lieu le plus accueillant du monde, mais ça en fait vraiment un lieu qui est très atypique et dont l'histoire est quand même plutôt très intéressante. Allez, passons au lieu suivant. Pour ce lieu-là, je pense que il est très peu utile que je vous rappelle l'histoire de Tchernobyl. Quoique. Allez, vas-y, pour la forme, je vous rappelle rapidement les faits. Le 26 avril 86, aux alentours d'1 heure et demie du matin, un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. En fait, ce qui a provoqué cette explosion, c'est l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur 4 qui va mener à une fusion du cœur, qui entraîne ensuite le craquage de l'eau des circuits de refroidissement. Et puis derrière, forcément, c'est l'explosion et évidemment la libération d'une très grande quantité de radioactivité dans l'atmosphère. Et bien sûr, ça a été catastrophique pour les populations qui vivaient aux alentours, et pas que, parce que bon, je vous rappelle, comme vous le savez, qu'en France, ça s'est arrêté aux frontières, bref, on s'est compris.
causant du coup de nombreuses maladies et de nombreux décès à plus ou moins long terme. Voilà le résumé. Vous dire si dans ce lieu il s'agit bien de ce qu'on pense, à savoir des restes humains, des nombreuses victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, ce serait m'avancer et je peux absolument pas l'assurer. Néanmoins, c'est quand même un lieu très curieux, surtout que c'est vraiment juste à côté de Tchernobyl. Je vous laisse regarder et vous faire votre propre idée. Alors moi clairement, si je regarde de plus près, je vois quand même des os qui sont assez gros, un casque, un masque à gaz, des espèces de menottes qui ressemblent en fait un peu à ce que mettaient les bagnards au niveau des chevilles avec le boulet. Bref, c'est très curieux quand même. On a vraiment du mal à savoir si c'est des objets qui ont été déposés, on va dire entre guillemets, exprès pour faire parler, ou s'il s'agit vraiment de restes humains. Mais là aussi, on est quand même sur un site qui est plutôt très flippant. Site suivant. C'est un site bien atypique que je vais vous présenter là. Honnêtement, quand moi je suis tombée dessus sur Google, je me suis dit bah ça y est, c'est bon, on est à l'apocalypse, les zombies sont là, ça a envahi les États-Unis, on est dans Walking Dead quoi. Et en réalité, il s'agit en fait d'une maison hantée qui est située à Bâton Rouge en Louisiane, avec plusieurs attractions, des escape games où vous pouvez globalement voyager à travers 13 royaumes différents qui sont clairement tous plus cauchemardesques les uns que les autres et où franchement vos pires peurs peuvent se réaliser quoi. C'est l'une des maisons hantées les plus réalistes du pays, avec de vrais acteurs, une scénographie et des effets spéciaux qui sont juste carrément canons. Vous pouvez genre embarquer dans un bateau pirate hyper réaliste, ou alors vous pouvez aller dans les rues de Whitechapel dont je vous ai déjà parlé dans les 2 épisodes concernant Jack l'Éventreur, que je vous remets quelque part par là si vous les avez pas vus, tant qu'à faire allez-y. Vous pouvez aussi parcourir par exemple des passages souterrains avec de vrais serpents, ou encore bah, vous pouvez visiter ce charmant cimetière infesté de zombies. Je vous laisse regarder. Et forcément, je sais pas vous, mais quand on tombe dessus sur Google Maps, moi personnellement, il y a de quoi flipper. D'ailleurs, la 13e porte en français, c'est comme ça que s'appelle ce parc d'attractions, à sa chaîne YouTube que je vous laisse dans la description. Ça donne globalement une bonne idée franchement de l'ambiance générale. Et moi voilà, perso, ça me donne carrément envie
d'aller en Louisiane. Voilà, c'est tout. Le site suivant. Alors pour ce lieu-là, c'est un lieu qui est relativement connu sur internet, mais franchement, il m'apparaissait assez important de pouvoir vous en parler parce que c'est sûrement un des endroits les plus creepy que j'ai pu voir personnellement, mais en plus qui a une histoire vraiment hyper intéressante. Rhyolite en fait c'est une ville fantôme du Nevada qui se situe donc entre la ville de Billy et l'entrée est de la Death Valley. C'est une ville qui a été fondée en 1904 avec la très connue ruée vers l'or et qui a connu globalement son apogée dans les années 1907 et 1908 où elle comptait entre 8 et 10 000 habitants. Elle avait 3 lignes de chemin de fer, de nombreux hôtels, des magasins, des saloons, des salles de spectacle, des écoles, enfin bref, c'était carrément la ville qui était pressentie pour être le nouveau Chicago. Avant d'être complètement désertée par ses habitants pour des raisons finalement économiques. Aux alentours de 1910, il faut savoir que l'éclairage public a été éteint en avril 1910, les magasins ont été fermés au mois de mai et le journal a cessé d'être imprimé en 1911 jusqu'à 1919, la poste délivrait encore du courrier puis après plus. Et le dernier habitant de la ville est décédé en 1924. Et alors vous allez me demander mais pourquoi cette ville-là elle a été abandonnée? Et en fait ça tiendrait finalement à plusieurs causes. Il y aurait déjà une perte d'optimisme général des habitants de la ville, optimisme qui faisait de toute façon clairement la force de celle-ci. Et puis il y a aussi eu le tremblement de terre de San Francisco en 1906 et la panique boursière aussi en 1907. Bref, le tout a amené en fait un ralentissement de l'activité des mines qui a laissé en fait de nombreux mineurs au chômage, ce qui les a poussés en fait finalement à quitter la ville. Et depuis, il y a de nombreuses sculptures fantomatiques qui ont été disposées dans les ruines de la ville, donnant une atmosphère vraiment très glauque. Je vous laisse observer ça. Honnêtement, personnellement, moi, là aussi, j'irais bien dans le Nevada. Allez, on passe au site suivant, et croyez-moi, celui-là, il est pas mal non plus. Alors là, je vous avoue que pour des gens qui sont athées comme moi, l'endroit, il est potentiellement un peu anxiogène. Non, moi, je dois dire qu'il est vraiment très impressionnant. C'est un lieu, en fait, de pèlerinage qui se situe en Lituanie, dans la ville de Šiauliai. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis pas lituanienne, bref, voilà, dont en fait les premières croix ont été posées sur la colline fortifiée au XIVe siècle. Et puis au fil du temps, il y a eu d'autres crucifix, des sculptures de patriotes lituaniens, de la Vierge Marie, d'autres effigies en étain qui ont été apportées en fait au fur et à mesure par des pèlerins catholiques. Et en réalité, cette colline, elle s'identifie à la résistance pacifique des Lituaniens catholiques malgré les nombreuses menaces auxquelles ils ont dû faire face au travers de leur histoire. Alors elle a d'abord été utilisée comme un centre de prière pour le pays,
pour l'amour des disparus, pour la paix après l'effondrement de la structure politique de l'Europe de l'Est en 1918 et la déclaration d'indépendance de la Lituanie. Et puis le site a ensuite pris une signification un petit peu plus particulière à partir de 1944, alors que la Lituanie était une partie intégrante de l'URSS de manière complètement officielle. Et en fait, les Lituaniens, malgré, on va dire, l'acharnement des Soviétiques à retirer toutes les nouvelles croix qui posaient, en fait, qui étaient déposées, et à les raser complètement au bulldozer même, pour dire, un peu gros bourrin quand même, ils ont continué en fait de déposer tout le temps des nouvelles croix sans s'arrêter, si bien que du coup en 85, les autorités soviétiques ont complètement abandonné, elles ont renoncé à tenter de les retirer, et depuis, il y a des milliers de croix qui ont été ajoutées. Alors actuellement il y en a pas moins de 150 000, c'est un chiffre qui est juste complètement hallucinant, je vous laisse regarder. Et clairement, alors même si pour moi c'est anxiogène, franchement c'est complètement hallucinant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'attends vraiment vos avis sur cette colline aux croix. Et on passe au site suivant. Alors pour les amoureux de plongée, un peu comme moi, ce site-là c'est vraiment une merveille de l'océan, honnêtement. C'est le sanctuaire marin des Keys en Floride, qui aujourd'hui préserve plus de 2900 mètres cubes d'espace marin et qui s'étend globalement au nord de Key Largo jusqu'au sud des Dry Tortugas. Et bien évidemment, comme il s'agit d'un site protégé, il y a de très nombreuses mesures très strictes qui ont été mises en place pour protéger les coraux. Et s'il est autant protégé, c'est parce qu'il cache finalement un trésor qui est assez inestimable, puisque le sanctuaire abrite des ruines et des traces de l'histoire de la nation, comme par exemple des épaves, ou encore une statue qui est très connue, c'est la statue du Christ à Dry Docks. Il y a aussi évidemment de nombreuses espèces vivantes qui se réunissent à cet endroit et qui font que du coup les ressources sont complètement spectaculaires et qu'elles sont uniques au monde. C'est plus de 6000 espèces marines qui ont trouvé refuge dans ce sanctuaire là qu'il est possible d'observer en plongée ou même en simple natation finalement, ce qui en fait réellement un lieu avec énormément de charme tout autant qu'il est finalement surprenant. Et je pense que pour certains qui sont phobiques de l'eau, ouais, c'est peut-être un peu flippant en fait. Bon, je vous laisse voir. Allez, passons au site suivant et celui-là est
et bah il est pas loin de chez nous. Et oui, en France aussi, nous avons des endroits qui sont juste carrément super creepy, qui sont hyper glauques et qui potentiellement vont vous faire froid dans le dos. Et parmi ces sites, les catacombes de Paris sont certainement l'un des sites les plus angoissants du pays. 20 mètres de profondeur, on a 243 marches, 11 000 mètres carrés de superficie au total, c'est juste énorme et ça c'est seulement au niveau de l'ossuaire. En bref, les catacombes c'est un site impressionnant et surtout qui est absolument chargé d'histoire. Il faut savoir qu'il a été créé à la suite en fait de grands problèmes de salubrité qui étaient liés au cimetière de la ville de Paris à la fin du XVIIIe siècle et qu'en fait du coup les catacombes abritent finalement de nombreux véritables ossements humains qui ont été évacués entre 1785 et 1787 du cimetière principalement le plus important de Paris, à savoir les Saints-Innocents, mais pas que. Et si au départ les ossements étaient complètement laissés en vrac, ils sont désormais organisés sur les murs et ils alternent entre des rangées de tibias et des rangées de crânes, alors que derrière les parements, en fait finalement s'entassent tous les os restants qui sont souvent relativement abîmés. Bref, c'est un lieu très incroyable et très effrayant que je vous laisse regarder tout de suite. Moi, ça me sidère et je n'y suis encore jamais allée, mais j'aimerais vraiment me retrouver là-bas parce que je pense que c'est hyper intéressant. Sur ce, site suivant. Bon, alors là, clairement, je vous annonce la couleur tout de suite, on n'a pas d'explication au truc, donc ne vous étonnez pas. On va partir en Finlande, à 30 km au nord de la ville de Suomussalmi. Je pense que ça se dit comme ça, dans le nord-est du pays, où on peut venir voir cette étrange scène au bord de l'autoroute 5. Je vous laisse regarder.
c'est une armée d'épouvantails qui s'appelle le Peuple Silencieux et qui ont été créés par un artiste local du nom de Reggio Chela. Ça a été exposé en fait en 1988 dans un champ à L'Aquila qui est près d'Helsinki, puis ensuite sur la place du marché de la place du Sénat en 1994, puis ensuite sur les rives de la rivière Jalunioma, avant d'être finalement installé dans ce champ-là. En fait, il s'agit de cadres en bois à la tête courbe et qui sont habillés grâce à des vêtements qui sont en fait issus des dons et qui sont entretenus par l'atelier des jeunes de Suomussalmi. Il faut savoir que ces jeunes-là, ils changent en fait les habits 2 fois par an pour essayer de renouveler un petit peu, on va dire, le peuple silencieux. Alors bien sûr, on va pouvoir se demander ce que c'est que la signification, ce qu'a voulu dire l'artiste avec cette espèce de champ rempli d'une armée immobile et presque menaçante. Et ben comme je vous l'ai dit dès le départ, on n'en sait rien, c'est mystère. En fait, Reggio Chela n'a jamais souhaité donner la moindre explication à son œuvre, laissant finalement aux gens la possibilité d'en faire leur propre interprétation. C'est clairement un site qui est assez particulier, mais qui laisse, moi je trouve, sans voix. Bref, site suivant. Ah, désormais on part au pays des Sakura et plus exactement à Kakashi no Sato, appelé aussi le village des poupées. Il est en fait situé au fond de la vallée d'Iya dans la circonscription de Moyoshi sur l'île de Shikoku. C'est un petit village japonais qui connaît une population d'épouvantails qui en réalité est 10 fois supérieure à celle des habitants du village. C'est simple, en 2018 on dénombrait pas moins de 270 poupées qui étaient mises en scène en fait au gré du village, alors que ce soit en intérieur, en extérieur, dans des positions de la vie quotidienne, alors soit ils attendent aux arrêts de bus, soit ils échangent devant les maisons, soit on les voit travailler au champ, bref, plein de scènes différentes. Je vous laisse observer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'origine, ça a été créé par Madame Ayano Tsukimi en 2003, qui en fait est revenue dans son village natal pour sa retraite et qui a eu la mauvaise surprise de se rendre compte qu'en fait, il y avait carrément plus de vie dans son village. Et du coup, elle va décider de lui redonner de la vie en installant des épouvantails qui ressemblent aux villageois. Et en 12 ans, il y a eu 350 poupées fabriquées, chacune clairement avec leur propre caractère, leur propre nom, leur propre histoire, bref, tout est incroyablement bien consigné dans un registre qui est consultable des rares visiteurs qui se pointent dans ce village-là. C'est un village pour moi qui est aussi amusant que flippant, mais en fait il reflète un réel problème du Japon, qui est l'un des plus gros clairement, c'est le dépeuplement. Parce que en 2013, il y avait clairement plus de 10 000 villages japonais qui étaient constitués d'au moins 50% d'habitants qui avaient plus de 65 ans. Alors franchement, simple avis personnel, de jour je pense que ça doit sembler hyper fun, mais perso, j'y vais pas la nuit. Je vous laisse me dire ça en commentaire ce que vous en pensez, mais moi la nuit c'est zéro, je n'irai jamais. Allez, site suivant. Une petite croisière sur le Styx, ça vous tente? C'est un peu la promesse de ce site qui est un peu mystérieux, qui est incroyable et qui est relativement flippant, il faut bien le dire. Il est situé au Turkménistan et on l'appelle la porte de l'enfer. Il est situé à Darvaza, dans la province d'Aral au Turkménistan. Et en fait, la porte est appelée ainsi à cause du foyer de gaz naturel qui brûle en permanence depuis qu'il a été allumé. Alors a priori, on dit qu'il a été allumé par des scientifiques en pétrochimie soviétique en 1971. Ces derniers auraient percé une poche souterraine de gaz alors qu'ils foraient en fait pour trouver des gisements, ce qui aurait du coup
affaissé le sol, créant un énorme cratère. Et en fait, comme il craignait que des gaz toxiques n'émanent de celui-ci, les autorités avaient décidé d'y mettre feu en pensant que ça allait assécher le gisement. C'est complètement con, hein, on est bien d'accord, mais c'est la vérité quoi. Le problème, c'est qu'ils auraient complètement du coup sous-estimé la quantité de gaz naturel qui était emprisonné, le méthane particulièrement, et qui était dans le sol. Et en fait, finalement, depuis, le feu est alimenté par les dépôts de gaz naturel courants dans la région, et le cratère mesure 30 mètres de profondeur, 70 mètres de diamètre, donc c'est quand même énorme. Et franchement, il semble mener tout droit vers les entrailles de la Terre et vers l'enfer. Pour moi, c'est vraiment l'un des sites les plus angoissants du monde. Je vous laisse regarder. Ah oui, non, là, vraiment, alors bon, si, il faut aller rejoindre Lucifer, ça dépend duquel on parle, mais potentiellement c'est faisable. Bref, site suivant. Allez, finissons cette vidéo sur les endroits insolites et flippants de Google Maps par une petite note qui est un peu plus sympathique, vachement moins creepy, mais qui est complètement inédite pour autant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la Batcave existe vraiment. En effet, sur la base militaire de Kadena qui se situe sur l'île d'Okinawa, il y a un petit détail qui est assez incroyable et qui est visible uniquement depuis un satellite sur l'un des hubs de la force aérienne américaine. Il s'agit tout simplement du logo de Batman. Je vous laisse regarder. Alors apparu visiblement dans les années 80, il aurait été peint en réalité parce que de nombreux avions de chasse qu'on surnommait les Vampire Bats décollaient en fait des deux pistes de 3688 mètres de long de la base. En bref, c'est vraiment un détail qui est un petit peu surprenant et qui est assez drôle, surtout que Thomas Pesquet, de son satellite, a bien remarqué le petit signe de Batman de là où il était. Bref, c'est tout pour moi, pour les sites insolites et creepy de Google Maps. J'espère vraiment, honnêtement, que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à la faire. Ça m'a permis de découvrir un peu des coins du monde que je connais pas forcément, y compris des choses qui sont finalement plus proches que ce que je pensais de la France, voire en France, tout court. Bref, moi j'ai trouvé ça sympa, ça faisait voyager et j'espère que je vous aurai fait voyager un petit peu aussi et que je vous aurai peut-être donné des envies de voyage. En tout cas, si à un moment donné l'un de vous a visité un de ces sites, moi je suis toujours preneuse d'échanger avec vous parce que je trouve ça vraiment cool et vraiment intéressant et je suis curieuse d'avoir vos retours sur ces sites-là si vous avez pu les visiter. Si vous en avez d'autres aussi, n'hésitez pas à me les donner et peut-être que, qui sait, je ferai une partie 2 de cette série-là de vidéos sur des sites Google Maps un peu bizarres. En tout cas, en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez surtout bien soin de vous et n'oubliez pas que des psychopathes, il y en a à tous les coins de rue et puis des sites un peu bizarres aussi. Allez, ciao!